à toutes, bonjour Solène, bienvenue Bonjour. à toutes dans cette nouvelle interview de la série Elles l'ont fait. Alors, avec Véronique, nous avons décidé de mettre à l'honneur des femmes qui ont décidé à un moment donné d'entamer une reconversion professionnelle. Cette reconversion professionnelle s'inscrit dans un parcours de vie et chaque parcours est unique. Alors, le principe de ces interviews, c'est vraiment de recueillir des témoignages de toutes ces femmes. Et aujourd'hui, ça sera le témoignage de Solène. Et pour la plupart de ces femmes, nous les avons, pour certaines, accompagnées. Pour d'autres, se sont fait accompagner par d'autres intervenants, d'autres personnes extérieures. Mais l'idée, c'est de recueillir en fait ces témoignages de leur reconversion professionnelle, comment elles se sentaient déjà avant d'entamer cette reconversion professionnelle, ce qui les a poussées à se reconvertir, ce qui s'est passé pendant cette transition et vers quoi elles sont allées. Alors, chaque témoignage peut être inspirant pour chacune d'entre nous et peut peut-être permettre un déclic et on vous le souhaite. Alors, c'est en ce sens que nous avons décidé de vraiment faire cette série d'interviews et aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir Solène qui va nous parler de son parcours et de son histoire. Merci Solène d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi pour cette invitation. Alors, déjà, Solène, est-ce que tu peux nous expliquer, avant d'entamer ta reconversion professionnelle, que tu vas nous expliquer tout au long de cette interview, nous parler un petit peu de ton contexte, nous dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu faisais avant ça. D'accord. Alors, déjà, j'étais donc une mère de famille. Je suis toujours une mère de famille d'ailleurs, mais c'était une époque où les enfants étaient un peu plus jeunes. Donc, j'ai trois enfants, un conjoint, et donc il y avait une situation professionnelle où j'étais à l'époque donc infographiste web pour un site internet de banque en ligne. Et, euh, et il y avait comme ça toute une organisation et familiale et professionnelle qui était vraiment intégrée l'une dans l'autre, avec un temps partiel pour vraiment avoir du temps aussi pour m'occuper de mes enfants. Et, euh, et voilà, donc ça c'était le contexte général, trois enfants à la maison, un conjoint et donc une situation de temps partiel, euh, quelque chose qui roulait bien finalement, hein, qui était assez bien euh, sur les rails. Et où je ne m'apercevais pas forcément que j'avais peut-être du temps pour moi ou des besoins personnels qui n'étaient pas forcément, qui faisaient pas partie de mon programme. Voilà, c'était un peu l'idée. Ok, donc tu étais un petit peu dévouée au fonctionnement de la famille, à ton travail, mais pas forcément pour toi à ce moment-là. Oui, c'est un petit peu comme ça, avec le recul que je vois les choses aujourd'hui, même si sur le coup, c'était pas vraiment quelque chose dont je me rendais compte. Mm. Alors, ce métier, donc d'infographiste, c'est un métier pour lequel tu as fait des études, c'est un métier que tu avais choisi à la base? Alors, c'est pas le tout premier métier que j'avais choisi, puisque moi, la toute première expérience était plutôt une expérience où j'étais à l'époque étalagiste pour les magasins. C'est un métier qui existait à l'époque. Ensuite, j'ai refait des études de marketing et d'infographie qui ont complété voilà, d'autres besoins. Et je suis restée donc 14 ans dans cette banque en ligne. Donc, effectivement, j'avais déjà eu des petits parcours de remise en question professionnelle qui avaient fait faire des changements. C'est vrai. Et ce métier d'infographiste, est-ce qui te plaisait malgré tout? Alors, à la base, je pense que au fond de moi, j'avais des vraies envies créatives, euh, mais dans le contexte professionnel tel que je le pratiquais, ça s'exprimait pas vraiment. Et donc, j'ai mis ça aussi un peu de côté en trouvant finalement des facilités à être dans des structures plutôt rassurantes, avec des métiers assez euh, pratiques et puis sur lesquels j'avais pas vraiment de remise en question. Et ça s'accordait bien avec l'énergie que j'avais besoin de dépenser aussi pour la famille. Donc, c'était tout ça, c'était un peu très pratique finalement. Mais ça manquait finalement de créativité, qui est quelque chose qui est important pour moi, de besoin de m'exprimer à ma manière. Mais encore une fois, tout ça, c'était dans un contexte où j'avais mis des priorités qui étaient plus peut-être sur l'extérieur. Et ça a facilité effectivement pas mal
de choses dans l'organisation, mais il manquait un bout dans l'équation. Il me manquait moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement pour qu'à un moment donné, cet équilibre que tu as, voilà, qui était acceptable et qui te convenait à un moment donné, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le déséquilibre s'est installé? Alors moi, je dirais plus que finalement, c'est quelque chose qui est arrivé et qui devait arriver sans forcément que moi, je le décide ou je le vois finalement. C'est un petit peu comme le processus d'individuation dont parlait Jung, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez vraiment fonctionné sans forcément tenir compte de choses importantes en vous, ben, ça se réveille et puis ça prend beaucoup de place et on ne sait pas ce qui se passe. Et moi, ça a plus passé par des crises finalement. Parce que ça devait justement, j'ai pas dû écouter des signaux avant, j'ai pas dû entendre des petites voix qui me parlaient, parce que je pense que on a tous accès à ça, et c'est peut-être plus doux quand ça arrive avec ces informations-là. Et quand c'est arrivé, bah, je pense que justement, je n'étais pas beaucoup reliée à mon corps, donc j'avais pas beaucoup d'infos, et c'est arrivé assez fortement dans tous les plans de ma vie en même temps, de façon familiale, de façon professionnelle. Alors pas forcément tout en parallèle, mais voilà, ça s'imbriquait, et ça remuait assez fort. Et ce qui a déclenché, c'est, je pense, c'est justement cette reconnexion au corps qui s'est faite par ma pratique du yoga. Donc j'ai commencé à faire du yoga. Alors à la base, c'est ça qui est assez drôle, c'est que quand j'ai commencé à faire du yoga, je l'ai fait, j'ai commencé à prendre des cours pour accompagner une amie qui n'allait vraiment pas bien. Mais moi, je pensais que j'allais très très bien. Et puis, bon, bah, ça n'a pas fait autant d'effet sur l'ami que sur moi, puisque moi, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup d'informations, justement, du corps qui n'attendait que ça, hein, me faire ressentir des choses. Et puis, du coup, une fois qu'on les ressent, on se rend compte que ça appelle autre chose et que ça remet en question un fonctionnement de vie, finalement. Donc, voilà. Donc, je peux dire qu'il y a eu le yoga. Et puis, je pense aussi que, du coup, cette petite voix dans ma vie professionnelle m'a fait prendre conscience que je n'étais vraiment pas en accord sur les valeurs de l'organisation professionnelle dans laquelle j'étais. Et je pense que voilà, ça a fait monter en moi des situations, puisque en fait les situations, elles arrivent quand on aussi, on les appelle d'une certaine façon. Et les situations, ça a été par exemple un bilan de compétences, pas un bilan de compétences, un bilan annuel que l'on fait à la fin de l'année avec votre supérieur hiérarchique. Et puis vous vous rendez compte que ben, il vous reproche des choses où là, vous y avez mis tout votre cœur pour arranger certaines situations et peut-être effectivement pas être un peu dans le sortir un peu du cadre, mais finalement c'était pour apporter quelque chose. Et là, ben, on vous dit non, il faut rester dans le cadre, il faut rester dans le cadre. Et on vous le reproche, alors que tout a été fait, selon moi, pour faciliter et pour contribuer à quelque chose dans l'entreprise. Et donc là, je perds des pieds parce que je me rendais compte que je comprenais plus en fait. J'avais des valeurs personnelles qui se confrontaient à des organisations et à des structures extrêmement peu souples. Et là, c'était voilà une bonne prise de conscience. Et puis aussi une supérieure hiérarchique avec laquelle j'étais en tension de plus en plus fortement. Et là, c'est pareil, j'avais l'impression de subir quelque chose et je perdais toute confiance et je perdais toute légitimité. J'avais vraiment ce sentiment d'être usurpatrice qui s'accentuait. Enfin, ah ouais, il y a vraiment eu une espèce d'accélération et un affaiblissement de moi finalement dans cette situation. Voilà. Alors, quand tu parles de d'être relié à ton corps, est-ce que quand tu parles des signes corporels, est-ce que c'était en lien avec des maladies ou des malaises ou voilà, qu'est-ce qui s'est passé au niveau corporel? Alors au niveau corporel, justement, il y avait une gastrite qui s'est mise en place, c'est-à-dire que mon estomac avait des signes d'inflammation et c'était quand même, voilà, ça me posait question, ça me posait souci, donc ça me tournait dans ma tête. Donc voilà, avec toujours l'impression d'être un petit peu hypochondriaque. Voilà, on ne sait plus trop. On habite son corps, mais on ne le connaît pas. Et alors, du coup, ça sort un peu dans tous les sens. Et voilà, ce feu en moi qui aurait voulu sortir d'une certaine manière, ben voilà, moi, c'était l'estomac qui prenait.
et qui m'inquiétait, et qui, voilà, c'était un peu, ça faisait un peu boule de neige. Donc, je savais pas trop comment prendre les choses finalement avec tout ça. Ok, c'est marrant quoi, c'est marrant. La situation n'est pas marrante, non, mais bien sûr, mais de voir en fait tout ce qui se répète. Ce que tu dis, effectivement, on a fait plusieurs interviews jusqu'à présent et à chaque fois il y avait ces symptômes physiques et propres à chacune finalement, mais sur le coup on s'en rend pas compte que c'est un lien direct justement avec la situation que l'on peut vivre, avec ce mal-être qui s'installe. Mais c'est après coup on se rend compte, mais en fait c'était Mm. complètement lié. Tout à fait, tout à fait. D'où l'idée d'être proche des sensations, des messages du corps, parce qu'il y en a tout le temps. Et on le sait qu'après finalement. Mais il y en a tout le temps. Et en fait, quand on est comme ça, dans une volonté de vie, nous les femmes, c'est vrai qu'on aime bien porter. Alors on aime bien, je ne sais pas si on est programmé pour ça ou si justement c'est pas une réaction aussi aux générations précédentes qui n'avaient pas toutes les casquettes, qui en avaient, qui étaient un petit peu aussi pas forcément valorisées. Mais nous les femmes de, enfin, de ma génération, en tout cas, je me rends compte que on a eu besoin de porter beaucoup de casquettes, de prendre un peu toutes les casquettes et de mettre du coup beaucoup de contrôle. Parce que aussi les organisations faisaient qu'il fallait gérer des choses et on s'est perdu dans la sensation du corps. C'est-à-dire que nos particularités de femmes, nos besoins de femmes et nos complémentarités avec les hommes, eh bien, dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle, il y a un gros mélange et ensuite on fait plus le tri de rien. Et je pense que le corps, par contre, est là pour être dans cet équilibre que l'on doit se trouver de soi à soi et qu'on doit trouver aussi avec les autres et avec justement l'univers professionnel, l'univers familial et comment ça s'articule. Ça, c'est un équilibre subtil en fonction de chacun, mais qui fait que le contrôle et de porter toutes les casquettes ne sert pas du tout cet équilibre. Alors, on parle du corps, tu nous expliques qu'il y a une succession d'événements qui ont fait, moi ce que j'entends, et ça fait un petit peu écho par rapport à ma propre histoire aussi, c'est comme si tu recevais à chaque fois des gifles de ton entretien annuel, de ta relation avec ta chef, ou à chaque fois, c'est, attends, qu'est-ce que je fais là? Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, avec des remises en question. Donc, ça a duré dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec toutes ces nouveaux événements en fait qui te ramenaient oh, il faut faire quelque chose. Ouais. Je crois qu'à un moment donné, bon, il y a un peu une saturation, il y a un peu un enfermement. Euh, euh, et il y a l'idée que il faut en sortir, mais voilà, en sortir sans forcément faire de bruit, parce que je n'avais pas accès à la compréhension finalement de ce qui se passait réellement. Hein. Je pense que vraiment, j'ai créé ces événements extérieurs parce que c'était extrêmement, justement, les informations n'étaient pas claires en moi. Et, et du coup, alors, il y a aussi une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que j'avais aussi et j'ai toujours une deuxième activité en parallèle, mais que je ne considérais pas comme une véritable activité, qui est de la location saisonnière que je faisais avec une maison secondaire. Voilà. Quelque chose qui s'était mis en place tout seul, plusieurs années avant, il y a déjà pas mal d'années de ça. C'est quelque chose qui s'est fait tout seul professionnellement et qui fonctionnait très bien et qui m'apportait aussi une certaine sécurité. Et donc, quand à un moment donné, quand voilà, tout ça, ça s'est accentué, que je me suis vraiment sentie mal, j'ai fait le choix de, alors dans un premier temps, de demander une rupture conventionnelle qui m'aurait sécurisée d'un point de vue financier, mais qui n'a pas été acceptée. Et ensuite, j'ai fait le choix d'un congé sabbatique d'une année pour faire le point. Donc, je n'étais pas rémunérée, mais en même temps, je n'étais pas non plus en rupture vis-à-vis de ma situation professionnelle. Et je savais qu'au bout d'un an, si rien ne se passait, je pouvais revenir. Voilà, ça me sécurisait. Donc, je pense que j'ai toujours eu besoin de ce genre de sécurité. Et c'était important que je fasse les pas au fur et à mesure. Et donc, je suis partie, mais vraiment comme une petite souris, hein, sans faire de bruit, sans, sans colère. Je crois qu'il n'y a même pas eu de pot de départ. Enfin, voilà, je me suis dit, oh là, oh, j'avais trop besoin d'arriver dans mon trou de souris et de m'enfermer là-dedans parce que je crois que je comprenais plus grand-chose finalement. Est-ce que tu le vois maintenant avec du recul comme une fuite à ce moment-là? Oui, je l'exprimais comme ça après coup.
Je l'ai exprimé comme ça après coup, ça a été une vraie fuite. Et je me sentais pas forcément bien avec cette fuite-là. Et un jour, je me souviens que j'avais utilisé ce mot-là avec un psychologue qui me suivait. Et il m'avait dit, mais non, c'est pas une fuite, c'est une réelle protection de votre part. Ça m'avait vraiment rassurée Hmm. parce que j'étais mal à l'aise avec cette fuite. Je m'étais dit, mais en fait, tu fuis, tu n'arrives pas à assumer. Et en fait, non. Et vu la description du milieu dans lequel j'évoluais et de qui je suis, ça devient une protection de ne pas continuer et Hmm. de changer. Même si on ne sait pas ce qu'on va faire et on ne sait pas ce qui va se passer, ça devient quand même quelque chose de très sain et non pas apprendre comme quelque chose qu'on n'assume pas. Alors, ce que tu nous décris, c'est que finalement, quand tu es parti en congé sabbatique, hein, tu nous as parlé la location de ta résidence secondaire. Du coup, tu avais quand même un, un complément qui te permettait de ne pas avoir de revenus. Est-ce que c'était OK pour toi? Est-ce qu'il y avait des peurs par rapport à l'aspect financier? Non, j'avais pas de peur par l'aspect financier parce que en fait, ça fonctionnait de cette manière-là sans que ce soit un problème. Je pense que pour des personnes pour lesquelles effectivement c'est problématique, voilà, c'est une autre situation. Moi, la mienne faisait que voilà, mon conjoint, moi-même, mon autre activité professionnelle, c'était OK en fait. Donc, j'ai pas eu de peur par rapport à ça. Et ça, c'est important aussi de souligner que quand les peurs sont réveillées, on n'est plus à même d'avoir vraiment les idées claires aussi pour avancer correctement. Et là, en l'occurrence, sur cette partie de ma vie, sur ce domaine de ma vie, c'était pas une peur activée. Non. Est-ce qu'il y avait d'autres peurs? Si tu n'avais pas celle-ci, est-ce que tu avais d'autres peurs à ce moment-là? Oui, je crois que j'avais perdu confiance sur ce que je valais, sur ce que j'étais. C'était plus des peurs, c'était des peurs personnelles, tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors, quand tu es parti en congé sabbatique, entre le moment justement où ça a commencé à changer de rythme, à changer de fonctionnement, ce que tu nous décrivais au début, et le moment où tu es parti en congé sabbatique, il s'est écoulé combien de temps? Je crois que ça a dû être sur une année, je suppose à peu près, une année. Mm. Ok, donc c'est plus ou moins long, ça dépend des personnes. Il y a des personnes c'est plus rapide, il y a des personnes c'est beaucoup plus long, mais finalement, voilà, une année pour toi, ça t'a suffi pour dire stop, là on fait un break. Je pense, à peu près, hein, à vue de nez, parce que j'ai pas vraiment, je me souviens plus bien. Mm. Alors, cette année, quand tu partais en congé sabbatique, est-ce que tu savais d'ores et déjà ce que tu allais faire pendant cette année et quels seraient, est-ce que tu avais des objectifs et des idées précises sur ce que tu voulais travailler personnellement ou collectivement durant cette année? Alors, là-dessus, je vais être obligée de faire un petit retour en arrière, parce que j'ai pas précisé une chose, c'est que 10 ans auparavant, j'avais déjà vécu une crise similaire dans ma vie professionnelle, et du jour au lendemain, j'avais tout quitté. Alors, j'avais quand même pris un congé pour création d'entreprise, mais j'avais très rapidement, parce que je me sentais très mal dans le métier que je faisais, qui était le même, hein, j'avais créé quelque chose très rapidement. Et donc, j'avais adoré la phase créative. Donc, j'avais monté un projet de commerce qui était du commerce. Alors, ça remonte à il y a 15 ans maintenant. Donc, c'était du commerce équitable, bio, écologique, etc. Assez précurseur à l'époque et sur lesquels je m'étais éclatée pour trouver les fournisseurs, pour trouver l'endroit, etc. Et j'avais détesté tenir une boutique. Ça avait été la catastrophe. Et je m'en étais beaucoup voulu. Alors, comme j'avais pris un congé pour création d'entreprise, j'étais vite retournée au bout d'un an d'expérience dans mon travail précédent parce que j'avais détesté en fait faire le job en question. Et c'était ma tête qui avait tout orchestré. C'est-à-dire que ma tête, elle m'avait dit, c'est bon, tu vas faire ci, tu vas faire ça, etc. Et que je m'étais laissée embarquer, encore une fois, par une espèce de contrôle, de la tête qui décide les choses, qui sait déjà d'avance, qui programme, et qui ne tient pas compte du ressenti du corps, de comment je veux pouvoir le sentir, me sentir bien dans cette situation ou pas. J'avais aucune info là-dessus. Et comme j'avais déjà fait ça, cette situation-là, 10 ans auparavant, quand à nouveau la crise ressurgit et que là, à nouveau, je reprends ce congé-là,
quand je m'arrête et que financièrement je suis en sécurité, je me dis, eh bien là, surtout tu ne fais rien. Intuitivement, hein, j'avais pas du tout de décodage comme peut-être avec le recul je peux avoir aujourd'hui. Intuitivement, je savais qu'il fallait que j'y mette du vide parce que je ne pouvais absolument pas repartir directement dans quelque chose. Ma tête, elle aurait été très rapidement capable de trouver quelque chose en 2 minutes. C'était très facile pour moi. Par contre, mon corps, il savait pas ce qu'il devait sentir ou pas. Et ça, eh bien, je sentais que ça passait par le vide. Et donc, j'ai fait ça. J'ai dit, tu fais rien, tu accueilles. Alors, il y avait la gastrite en plus, je me sentais pas bien. Voilà. Et puis, avec ce vide-là, il y avait évidemment en parallèle de ça des situations de vie dans d'autres domaines qui venaient me chercher. Donc forcément, alors donc à la maison avec un de mes fils, c'était compliqué. Et donc il fallait aller voir aussi là-dessus. Mais lui, c'était compliqué pour lui parce que en tant qu'enfant sensible, il avait plein de choses qu'il sentait de ses parents et qu'il fallait aussi un peu visiter. Et puis après, c'est parti avec le conjoint, voilà. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont beaucoup brassée. Et donc je suis intuitivement, j'ai senti qu'il fallait que je m'occupe de moi. Et là, je suis allée où l'intuition m'a portée vers des personnes extérieures pour pouvoir m'accompagner. Donc j'ai fait plein de choses, pas très longtemps à chaque fois, chaque chose d'ailleurs, mais un petit peu, c'était vraiment l'instinct. Et ça, franchement, l'instinct, il est très fort parce que l'instinct, c'est votre corps, encore une fois. Et c'est cette petite voix intérieure qui vous fait prendre un chemin, mais qui vous donne des bonnes informations. Et ça, on ne comprend pas, mais la tête n'a pas besoin de comprendre. On ne comprend pas toujours pourquoi, mais elle vous amène sur un chemin qui est souvent avec des réponses. Et donc j'ai fait de la médecine chinoise, j'ai fait un psychologue avec de l'hypnose en même temps. Je sentais que je ne pouvais pas faire juste un psychologue et parler de ma vie, ça ne m'intéressait pas. Je sentais que c'était aussi en lien avec une pratique, avec les tensions du corps. Donc, et voilà, et j'ai fait quoi j'ai découvert du chamanisme, au niveau énergétique, oui, j'ai cherché aussi. Moi, je crois que j'ai fait plein de trucs, je ne saurais même plus trop dire quoi. Et c'est pas trop la question. Tous ces outils-là ne sont que des outils. Ce qui est intéressant, c'est de savoir lequel nous fait du bien au moment où on le fait. Et puis, ce qui amène autre chose. Et en fait, je me suis beaucoup occupée de moi. Et puis, j'ai continué, voilà, cette idée du yoga, puisque le yoga était quelque chose d'important. Et le yoga m'intriguait beaucoup parce que justement, j'avais beaucoup d'émotions qui sortaient de mon corps et je ne comprenais pas pourquoi, parce que je m'imaginais être une autre femme que celle que je découvrais à ce moment-là par le corps. Et c'est ce qui est super, ce dont je peux me remercier aujourd'hui, c'est d'avoir écouté ce corps qui s'activait. Alors j'aurais très bien pu dire, oh là là, je veux pas entendre ça. Et non. Et j'ai écouté ça et justement, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi ce yoga me faisait autant d'effets. Donc j'ai commencé une formation de yoga pour ça, pour me dire, mais c'est quoi cet outil aussi incroyable? Et ça a été le début justement d'un truc que j'avais pas prévu. Parce que j'étais vraiment dans l'idée de je remplace pas. Voilà. Je ne mets pas un truc par-dessus le vide là. J'ouvre ce vide-là et je fais ce qui est important pour moi, pour me connaître, pour ressentir les choses, pour sentir cet instinct qui m'emmène. Bah, j'y vais. Je comprends pas pourquoi, mais j'y vais. Je vis des expériences. Et puis au fur et à mesure, bah, j'ai eu des outils et j'ai eu des codes de compréhension qui se sont activés. Et cette formation de yoga que je faisais juste pour comprendre, et ben finalement, c'était les événements de la vie qui ont amené des possibilités de transmettre le yoga, mais jamais je pensais que j'avais eu envie ou j'avais besoin de le faire. Et puis ça a été un peu une révélation parce que c'était quelque chose qui me correspond, en fait, le fait de le faire. Donc voilà. Donc ça, c'était sur une année, l'année de ton congé sabbatique. Au niveau temps, j'ai un peu mélangé plein de choses hein, quand j'ai un peu tout balancé, tout ça, mais non, parce que même la formation de professeur de yoga, c'est sur plusieurs années. Mais dès la deuxième année, finalement, il m'a été donné des opportunités de transmettre le yoga. Et là, j'ai décidé que ce n'était pas la tête qui décidait. Parce que la tête, elle m'aurait dit non, tu n'es pas prête. Non, tu ne sais pas faire. Non, tu n'as pas l'expérience. Et là, j'ai dit non, tu as envie. Bah, tu vas. On verra. Donc, en fait, j'ai commencé à changer de mode de fonctionnement euh, de première, deuxième, troisième année. Je ne saurais plus trop vous dire parce que ça se mélange et c'est plus régi par le temps, c'est Ouais. régi par autre chose. Ouais. Et du coup,
j'ai commencé à me dire, avant tu fonctionnais comme ça, ou tu décidais parce que tu avais des petites voix qui te disaient des choses. Et puis maintenant, c'était l'instinct qui prenait le dessus. Cet instinct était fort et il était puissant, il m'amenait des réponses. Et donc, je devais continuer à faire ça. Et cet instinct, il était en lien avec j'ai envie, j'ai pas envie, je le sens bien, je le sens pas bien. Et tu as envie de le faire, bah, vis l'expérience. Ça correspond à rien, mais c'est pas grave. Vis l'expérience. Et en fait, après coup, on se rend compte que ça correspond vraiment à un truc super, en fait. Mm. Mais on ne peut avoir ce fil rouge, il ne peut se lire qu'après coup. Donc, Mm. on doit se faire confiance aussi. Mm. Donc là, ce dont tu nous parles, c'est vraiment de l'intuition, de ton intuition en fait que tu as mis en avant et que tu as accepté d'écouter plutôt que Mm, d'écouter ton mental, la petite voix qui mm, elle était plutôt sur un mode très rationnel, très terre à oui, terre et oui, on peut dire bordé certainement par des croyances, hein, des oui, croyances limitantes ou mm, des croyances en fonction de modèles que tu as reçus aussi, oui, tout comme en général, ce qui se passe dans la première partie de vie avant une reconversion professionnelle, on est énormément calé sur le mode de fonctionnement que l'on a pu recevoir en oui, héritage de nos parents, en héritage de la société, du système social dans lequel on est immergé finalement. Et donc, ça borde en fait notre chemin. Et à un moment oui, donné, il arrive pour beaucoup de personnes qui passent par la voie de la reconversion professionnelle que au fond de nous, en fait, ce chemin-là, il ne nous correspond pas. Et on a juste mm, besoin soit de complètement se décaler, soit oui, d'ajuster. Mais en tout cas, si on ne le fait pas, c'est là où on rencontre le mal-être et le malaise. Le mal-être tout à fait, mental et malaise physique également. tout à Euh, fait. là, Pour compléter juste ce que tu viens de oui, dire, si tu veux bien, oui, oui, excuse-moi, bien sûr. c'est qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de décrire. Et il y a cette phase qu'il ne faut pas louper, c'est que si on veut changer de paradigme, c'est-à-dire de fonctionnement intégré, eh bien, il y a une période intermédiaire qui ne doit, qui doit laisser justement un espace suffisant, parce que sinon, on ne peut pas s'arrêter de reproduire. Et donc, cet espace suffisant, donc, est-ce qu'il est en lien justement avec le fait de s'écouter, de s'occuper de soi, de faire une formation comme celle que tu proposes? Voilà, tout cet espace intermédiaire, ça va être euh, obligatoire, parce qu'il n'y a pas de raison que ça change sinon. On est tellement programmé d'une certaine manière que euh, ça ne peut pas se faire. Voilà. Exact. Enfin, en ce qui me concerne, je le vois pas comme ça. Pour moi, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas un changement intermédiaire. C'est comme toute crise, à un moment donné, ben voilà, pour en tirer les bénéfices, il faut qu'à un moment donné, on en voit justement l'aspect positif et qu'on sorte d'un certain fonctionnement et d'une interprétation. Et pour ça, ben, c'est un changement de paradigme qui se fait avec une dilatation des choses, du temps et de l'espace pour, pour ça. Mm. Voilà, excuse-moi. C'est la transition. La transition Transition. est nécessaire et Oui, elle peut paraître inconfortable parce que ça oui, nous oblige à sortir de notre zone de confort, mais en même oui, temps, c'est un passage obligatoire. Et c'est oui, après coup, comme tu expliques sur tout ton parcours, que tu te rends compte, oui, bah oui, je ne pouvais que passer par là. C'était oui, obligatoire finalement tout à pour fait, aller vers autre chose. Donc, tout à fait. on voudrait que tout soit fluide, mais non. Non, 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 Ce non, n'est non, pas tout à fait. possible, on est obligé de passer par ces moments d'inconfort Mm, qui sont nécessaires. oui. Alors, au bout de cette année de congé sabbatique, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Donc, tu n'es pas revenu sur ton poste. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ben justement, la vie est bien faite parce que quand on prend les choses dans cet ordre qui était plutôt instinctif pour moi, mais avec le recul, je me rends compte que c'était quelque chose qui avait un sens. Ben, la vie est bien faite puisqu'elle vous amène des situations qui vont compléter. Donc, il y avait à la fois ce côté, voilà, je me suis inscrite à cette formation prof de yoga. Alors, je ne sais plus exactement si c'était la deuxième année. Enfin, voilà, ça s'est fait, je pense, assez rapidement. Et puis, en même temps, j'ai eu une opportunité de compléter mon activité de location d'accueil de vacanciers par, voilà, il y a eu une maison voisine de là où j'habite qui était en vente et je venais d'avoir à ce moment-là un héritage qui me permettait d'acheter cette maison et cette maison avait un potentiel où il y avait une partie de mes rêves qui pouvait aussi se concrétiser, c'est-à-dire que j'étais en train d'ouvrir avec toutes les expériences que je vivais
d'accompagnement, justement, j'étais en train d'ouvrir le rêve de pouvoir aussi, dans cet endroit, que ce soit un endroit qui puisse recevoir des, euh, des séjours à thématique un peu bien-être, créativité, ce genre de choses. Voilà. Donc, et donc, mais il y avait cette maison qui était complètement à restaurer, qui était complètement à remettre en route. Et en fait, tout ce temps, à la fois dans l'enseignement du yoga que je recevais et en même temps dans la préparation de cette maison, eh bien, j'ai vraiment pris les choses les unes après les autres. J'avais le rêve de départ, mais il n'y avait pas du tout l'objectif de finalité. Il y avait encore cet espace intermédiaire qui ne m'appartenait pas. Donc, autant pour la formation de professeur de yoga, où, bah, en fait, je la faisais parce que j'avais besoin de comprendre et j'avais besoin de vivre des expériences, mais ce n'était pas dans une finalité particulière professionnelle. Et là, ce rêve de maison, bah, cette maison voilà, est arrivée, j'ai pu la financer, j'ai pu financer les travaux et je faisais les choses à ma manière, comme j'aimais les faire, et créative comme j'avais besoin de le faire aussi. Et je m'expérimentais de la créativité qui était enfouie en moi, que sans trop le savoir, et une chose en entraînant une autre. Et ça a été vraiment voilà, de la présence au quotidien, mais sans objectif. Donc, le temps des travaux de la maison, ben, je ne savais pas combien de temps ça allait prendre. Les personnes qui intervenaient, ben, c'était beaucoup au feeling avec des personnes qui me correspondaient, avec une certaine énergie, et je savais que c'était ces personnes-là qui allaient amener l'énergie dont j'avais besoin. Et ça se bidouillait super bien. Et donc, c'était vraiment un truc assez fluide. Et je me laissais porter par ça. Et ça, ça a été déterminant pour comprendre un certain fonctionnement de la vie, euh, où on se laisse à la fois porter et on est à la fois acteur. Il y a une espèce de truc comme ça. Parce que vraiment, bah, c'est arrivé au moment où j'en avais besoin finalement. Et sans forcément intégrer le contrôle. Eh ben carrément. Là, il n'y en avait pas. Par contre, et je crois qu'on a toujours besoin d'un os à ronger, mais ça se diminue de plus en plus, c'est qu'en parallèle de tout ce que je viens de vous décrire, qui était vachement fluide, j'avais à gérer d'un autre côté, voilà, une espèce de tension qui m'arrivait parce que je n'avais pas réglé d'autres domaines de ma vie et qui étaient plutôt familiales, qui étaient plutôt de l'ordre avec mon conjoint aussi. Et ça, bah, ça a explosé d'une autre manière à côté. Et ça, par contre, bah, j'étais plutôt dans la tension parce que j'avais beaucoup de tension dans ces univers-là, ce qui me permettait de dégager en fait des univers professionnels où il n'y en avait pas. Alors, est-ce qu'on doit toujours avoir de l'attention dans la vie? Je ne sais pas. Mais souvent, ça ne peut pas non plus être tout rose tout de suite. Donc, on a toujours un os à ronger qui se passe dans un domaine. Et finalement, ça peut libérer d'autres domaines. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Et cette tension, bah, finalement, voilà, que j'avais besoin de vivre d'une certaine manière, eh bien, là aussi, ça s'est dissipé au fur et à mesure. J'ai eu des clés de compréhension ensuite. Et puis, j'ai eu des aides aussi qui m'ont été données. J'ai eu des accompagnements, etc. Mais rien n'est isolé. Voilà, rien n'est isolé. Et c'était en fait dans ma vie beaucoup de choses que je n'avais pas écoutées en moi qui essayaient de se repositionner. Donc certaines, j'arrivais à trouver des solutions fluides et puis d'autres domaines où bah, je devais accepter que ce soit difficile, que ce soit dans la tension, que je n'y trouve pas de facilité. Mais bon, voilà ce que je peux témoigner aujourd'hui. Ouais. Et il y a un fil rouge dans tout ça après coup. Tu nous as parlé de tes peurs de départ avant de prendre ton congé sabbatique. Une fois que tu as su que de toute façon tu ne reviendrais pas dans ton premier emploi, dans ton précédent emploi, est-ce qu'il y a de nouvelles peurs qui se sont installées pendant toute cette période de transition? Euh, Ben, toujours dans ce domaine professionnel, je trouve que franchement, j'ai pas eu beaucoup de peur parce que justement, c'était vraiment un pas après l'autre. J'ai respecté ça. Par exemple, quand tout d'un coup, voilà, il y a une proposition de pouvoir transmettre le yoga, de proposer ce que je pouvais faire, ce que je savais faire à des groupes ou des personnes. Alors ça aussi, ça a été assez étonnant, c'est qu'assez rapidement, ma propre prof de yoga, elle se casse les deux poignets. Et du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, il faut la remplacer.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pareil, c'est la peur qui arrive. Oh, bah alors, pas en plus la personne que vous idolâtrez parce que c'est la personne qui vous a enseigné et que vous trouvez extraordinaire. Et tout d'un coup, ça va être vous qui va être à sa place devant 30 personnes, etc. Et là, en fait, c'est assez étonnant parce que il y a cette petite voix qui vient dire, ben, on va essayer, on va voir. Mais juste avant, j'avais fait plein de trucs avec les copines, par expérimentation, etc. Donc j'avais déjà préparé, sans m'en rendre compte, en le proposant d'une manière, d'une autre, parce que ça me faisait plaisir. Et là, il n'y avait pas de peur, c'était en famille, en amis, donc c'était déjà expérimenté. Ce qui fait que quand le jour où devant les 30 personnes, vous arrivez, eh ben, en fait, il ne faut pas écouter cette voix du mental qui te dit tu sais pas faire. Il faut juste te dire bah, comment tu fais avec les copines. Bah, fais le pareil. Et puis voilà, puis il n'y a rien de grave. Puis si tu te plantes, ben... Et voilà. Donc oui, un peu de peur, mais elle a été atténuée par l'expérience quand Mm. même et les petits pas. Mm. Je pense que c'est pas forcément facile à conseiller de s'improviser du jour au lendemain comme sachant quelque chose à transmettre sans l'avoir un peu pratiqué, expérimenté, joué avec. Enfin voilà. Ouais. Alors, moi, ce que j'entends dans ce que tu nous témoignes, c'est que on peut avoir tendance à faire l'amalgame entre contrôler et être dans l'action. Euh, Mm, Là, aujourd'hui, de ce que tu nous décris, c'est un cheminement où tu as été dans l'action sans chercher mm, à contrôler et à figer des moments, tu as saisi des opportunités. Une oui. opportunité qui se présente, d'expérimenter, qui en amène une autre, d'expérimenter Mm, peut-être un petit peu plus fort, et etc. Donc, toute cette reconversion, c'est un cheminement d'expérimentation. exactement. Exactement. Et il faut bien se dire aussi une chose, c'est que quand on rentre dans ce flux-là, on ne sait pas forcément à l'avance les expériences qu'on va pouvoir vivre. Mais par contre, il faut vraiment se relier à l'envie qui remonte, à l'intérêt, la curiosité, un peu comme une petite fille, voilà, qui voit passer des choses et qui se dit, ah, bah tiens, voilà. Et en fait, c'est toujours une chose qui en entraîne une autre. Et après coup, c'était hyper cohérent, mais la première envie, la première impulsion, elle va pas nous montrer sa cohérence parce qu'elle n'est pas mentalisée. Et donc, c'est ce truc-là, je trouve, qu'il faut écouter parce que il est extrêmement riche. Et je crois vraiment qu'il y a une organisation au-dessus de nous, là, qui a les fils de tout ça. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant. À partir du moment où il y a ce fonctionnement-là qu'on peut intégrer, il y a ces fils-là qui sont très puissants. Et peut-être s'en remettre à, à cette, et avoir confiance en cette organisation particulière dont on n'a pas, nous, ni la compréhension, ni les clés et ni le contrôle. Donc, ça demande de... Ouais, c'est peut-être ça, de lâcher quelque chose, c'est peut-être ça. Alors, dans tes fils conducteurs, tu parles du yoga, tu parles de tes locations saisonnières, avec toutes les autres expérimentations que tu as pu faire autour. Et moi, ce que je voudrais apporter comme information aux femmes qui nous regardent, c'est que souvent, et là pour le coup, ça peut faire partie de notre éducation, en tout cas de la société, qui nous donne cette information que souvent, quand on part dans tous les sens, on peut papillonner et on n'est pas stable. Mm, Et c'est important de voir que non, en fait, ça n'a rien à voir. On peut faire des expériences, mais il y mm, a toujours ce fil conducteur. Et c'est pas parce mm, qu'on va papillonner, entre guillemets, à mm. côté sur d'autres expériences que l'on n'est pas sur son chemin. Et tout Tout à fait, type de chemin, finalement. tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a, au contraire, et justement, cette organisation que je ne connais pas autour de moi, mais à mon avis, est très consciente, ben justement, par l'expérimentation, elle va nous amener des, elle va nous amener une cohérence par la suite. Alors, on voudrait trouver la cohérence directement, parce que c'est le mental qui a besoin d'avoir des repères. Mais cette organisation ne passe pas par ces mêmes schémas de fonctionnement. Donc, ça demande de lâcher le fait d'être rassuré en avance, le fait de contrôler et le fait de le savoir déjà. Ça demande de lâcher ça et de faire juste les choses au fur et à mesure.
Alors bien sûr, hein, dans la sécurité, on ne fait pas n'importe quoi, dans la sécurité, euh, mais il y a toujours cette voie c'est la joie intérieure qui nous donne en fait cette orientation, cette direction. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton activité du moment? Puisque tu vas nous confirmer ça, mais tu es toujours sur le chemin. Aujourd'hui, tu sais ce que tu fais, mais demain, ça peut encore évoluer. Mm. Mais aujourd'hui, où en es-tu? Ouais. Alors aujourd'hui, donc, bah, je suis professeure de yoga, je donne des cours de yoga. Donc, je donne des cours de yoga à la fois à domicile, puisque dans euh, dans mon projet professionnel autour de la maison, j'ai créé une petite salle de yoga dans une petite salle à côté. Et donc, ça donne la possibilité de faire des cours à domicile. Euh, et aussi, je le fais dans une maison pour tous, au centre-ville de Brest, pour des groupes plus nombreux, du coup. Et là, c'est une nouvelle expérience parce que c'est avec un autre public, dans un contexte aussi où je suis à nouveau salariée, mais c'est avec une forme et une équipe et un fonctionnement et des valeurs qui me vont très bien. Enfin, voilà, donc j'expérimente plusieurs formes de transmission du yoga. Et aussi de façon bénévole avec les personnes de mon village le dimanche. Voilà, donc il y a plein de formes qui se mettent en place et qui me vont bien. Ensuite, par rapport aux locations, eh bien, donc, ça y est, cette maison a pris forme. En plus donc ça fait, c'est le deuxième gîte en fait. Donc ce deuxième gîte, il a pris forme et effectivement, il accueille ce que je souhaitais au départ. Alors ça peut être des vacanciers, mais je mets un point d'honneur aussi à ce que ce soit un lieu vraiment accueillant, qui soit dans l'énergie qui me corresponde et que je et qui font que les gens viennent en vacances et s'y sentent bien avec aussi l'échange et l'interaction que je peux avoir avec eux. Donc c'est pas juste quelque chose de figé, ça c'est important pour moi. Et puis ça accueille aussi des stages, créativité, bien-être, du yoga, voilà, des choses différentes, de la chorale, enfin voilà, des choses. Et, hum, et c'était le rêve de départ, voilà. Et donc ça, c'est aujourd'hui tel que ça se présente. Et je me rends compte que j'ai besoin dans tous les endroits où j'interviens, que ça soit dans mes valeurs. Donc c'est vraiment dans les détails de tout ce que je peux y mettre. Et c'est vrai que à la fois la relation aux autres, que ce soit dans le contexte des cours de yoga, où vraiment c'est très puissant, parce qu'on touche aux énergies subtiles. Et donc c'est en lien avec les personnes, et ça prend des formes, enfin, en tout cas moi je trouve que ça me fait énormément cheminer sur justement les ressentis intérieurs et le lien aux personnes. Et on s'apporte mutuellement des choses, et ça je trouve que c'est très puissant. Donc voilà, dans ces deux domaines professionnels qui peuvent paraître très opposés, eh bien, ils ne sont pas si opposés que ça, parce qu'ils sont très complémentaires. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a l'aspect matériel des choses, par les maisons, mais l'énergie des maisons aussi. Et puis, il y a l'aspect bien-être des personnes à travers l'activité du yoga. Et moi, ça me fait toucher à ce qu'on doit être en fait dans la vie entre ces deux formes d'énergie, les énergies pardon, de la terre qui nous ancrent et les énergies du ciel qui nous apportent des connaissances justement subtiles de nous-mêmes, des autres, qui nous ouvrent. Et ça, ben, c'est assez puissant de jouer avec les deux en permanence dans une activité ou dans des activités professionnelles. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on n'est pas qu'une seule chose, quoi. Qu'on a le droit d'être plein de petites choses et que même professionnellement, on a le droit d'avoir plusieurs activités. On a le droit à tout, je crois, en fait. Mais Mm. là, en l'occurrence, en ce qui me concerne, voilà, il y a deux activités qui se complètent et qui sont très différentes. Voilà. Alors, très différente ou pas? Parce que si on s'élève et qu'on prend un petit peu de recul, tu travailles à la fois sur la maison corps, où on Ouais, accueille ses émotions, où on va tu as vraiment raison. travailler sur ces ressentis-là, l'accueil de son intuition. Et en même temps, tu as créé des maisons d'accueil aussi, où on Oui, va aussi travailler sur soi. Donc, tu travailles sur les maisons des deux côtés, finalement. Le fil conducteur est là et le lien tu as est raison. tout à fait présent. Oui, oui, tout à fait, c'est vrai. C'est exact.
Alors, est-ce que tu as des projets maintenant, de nouveaux projets qui, voilà, qui t'animent et que tu souhaiterais voir aboutir à plus ou moins court ou long terme? Alors là, c'est assez super comme question parce que, euh, en fait, je me rends compte que je continue d'adorer ce que je fais et je me rends compte en même temps qu'il y a un espace qui est arrivé depuis pas si longtemps que ça, qui m'amène à repasser dans un espace comme si c'était du vide. Et ce truc-là, il est intéressant parce que je l'ai déjà vécu par l'expérience dont je viens de vous parler et je ne sais pas du tout à quoi il correspond. Et justement, je sais que je n'ai pas accès aujourd'hui à ce à quoi il correspond, mais je sais que je vais devoir utiliser le même processus et les mêmes outils. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de compléter quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Par contre, j'ai déjà des envies de faire des choses. Et ça y est, j'ai commencé à jouer un peu avec les nouvelles expériences. Et donc là, par exemple, je sors la semaine dernière, j'ai fait un stage voilà, plutôt basé sur l'énergétique, qui était très intéressant, très puissant, enfin, où je me suis sentie très vivante. Et je sens, voilà, voilà, je suis allée là parce que j'avais envie de rencontrer ça. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je sais que c'est là. Et ça entraînera autre chose. Et je vais laisser accueillir ce truc-là pour compléter ce que j'ai déjà en fait en place. Mais Hmm. je ne sais pas à l'avance ce que ça va être. Et Hmm. ça m'excite déjà d'avance. Est-ce que tu peux nous dire ce sur quoi euh, tu ne feras plus pardon, de concessions par rapport à ta vie d'avant, ce qui n'est plus négociable en fait aujourd'hui, où tu Mm. sais que là, c'est non, en fait. Je ne me Mm. respecte pas en faisant ça, c'est non. Ouais. Euh, c'est justement d'être en confronté ou en relation ou d'être intégré dans des structures ou dans des énergies ou par des personnes qui sont justement sur des valeurs ou sur des énergies qui ne me correspondent pas. Et ça, je pense que pendant très longtemps, je ne voyais pas du tout qu'il y avait des différences entre ce que je pouvais peut-être être au fond de moi et puis ce qui faisait partie de ma vie à l'extérieur. Et là, aujourd'hui, bah, il y a vraiment des choses qui sont plus compatibles et avec lesquelles je crois que je ne pourrais plus négocier. Voilà, il y a une forme voilà, d'énergie. Après, il y a aussi un rythme. euh, C'est-à-dire que je pense que bah, ce que j'ai mis en place m'a donné une grande forme de liberté dans ma façon de vivre les choses, sur la forme. Et ça aussi, je crois que je pourrais plus négocier. Euh, oui, faire des projets avec d'autres personnes, oui, c'est intéressant. Mais il y a un moment donné, j'ai besoin que aussi ça passe par ma façon de faire. Et bon, voilà. Donc là aujourd'hui, je suis très indépendante sur mes fonctionnements. Alors, c'est faux sur un certain plan, parce que quand je travaille dans cette maison pour tous, qui est en tant que salarié, je suis aussi dépendante du. Mais là, comme je me sens extrêmement bien sur cette structure, ça correspond à mes valeurs et ça correspond à une forme qui me demandait, qui me va. Donc oui, je suis capable d'être souple aussi. Mais parce que justement, cette énergie et ces valeurs-là sont respectées. Et cette liberté. Hmm. Donc là, tu nous parles d'environnement, à la Mm, fois de ne plus être dans un environnement qui ne te correspond plus, donc à tes valeurs et puis à ce que tu attends peut-être mm, aussi de la vie, et puis au rythme. Ton propre oui, rythme, on a tous oui, notre propre rythme. Il est hors de oui, question de ne plus être à ton propre rythme. Euh, oui, oui, et ça, c'est non négociable. oui, 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 tout à fait. Alors, est-ce qu'à un moment donné, sur tout ton parcours, tu as des regrets? Euh, je, je crois qu'on ne peut pas vraiment avoir de regrets parce qu'on est toujours au moment où on est à vivre les choses qu'on doit vivre
pour les ressentir et les intégrer, et qu'on ne peut pas être une autre personne à ce moment-là. Je crois que ça, c'est quelque chose dont on doit tous avoir conscience, hein. Effectivement, je crois qu'il y a eu des domaines dans ma vie où les choses n'ont pas été très, très souples, où j'ai vécu de la tension. Et si j'avais pu savoir peut-être ce que je ressens aujourd'hui ou ce que je sais aujourd'hui, j'aurais pu les vivre d'une autre manière. Mais c'est pas un regret parce que j'étais pas la personne qui pouvait à ce moment-là avoir ces ressources-là et pouvoir peut-être amener plus de douceur. Donc, non, je peux pas avoir du regret. Franchement, dans toutes les étapes de la vie qu'on traverse, eh ben oui, souvent c'est inconfortable parce qu'on a besoin justement d'intégrer certaines choses et c'est après coup qu'on peut les conscientiser et qu'on refera d'une autre manière. Donc le regret, non, je crois que c'est pas possible. Alors, sans parler de regrets, est-ce qu'il y a par contre des choses que tu ferais différemment? Ah oui, avec la personne que je suis aujourd'hui, oui, on peut faire les choses. Alors professionnellement, au vu de ce que je vous ai présenté, franchement, mon instinct m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi. Donc, il n'y a pas tant que ça de choses que je referais différemment, puisque il m'a vraiment aiguillée professionnellement. Après, c'est quand j'ai rencontré des tensions dans d'autres domaines de ma vie, où là, effectivement, mon instinct n'était pas suffisamment présent parce que justement, j'avais des peurs. Voilà. Et là, c'est quand les peurs sont là, l'instinct n'est pas suffisamment présent. Et les peurs nous ramènent au mental et nous empêchent. Donc, je pense que dans le domaine professionnel, j'avais pas tant que ça de peur. Et quand il y a eu des peurs liées à la confiance en moi, il y a eu un truc super que j'ai pu faire à un moment donné, c'est que je me suis approchée de ce gens et que j'ai fait des choses bénévolement. Et qu'en faisant des choses bénévolement, là, je savais qu'en fait, j'avais le droit de me planter, c'était pas grave, etc. J'ai proposé des choses et je me suis confrontée et j'ai pu retrouver de la puissance, et j'ai pu retrouver de la valeur. Et il m'a été ramené de la valeur. Voilà, j'ai pu faire Hmm. circuler ça. Et ça a été chouette aussi. Ça a été l'instinct qui m'a amené de faire ça, mais ça a été chouette parce que j'ai pu, là aussi, grandir sur ma confiance. Est-ce qu'il y a une citation, un proverbe, une phrase qui t'accompagne ou qui t'a accompagné à un moment donné pour te permettre de passer les différentes étapes de ta transition professionnelle? Alors, dans toutes les différentes étapes du chemin, bien souvent, il y a eu un mot apparaissait, mais c'était jamais le même, hein. Et à chaque fois, j'avais un mot qui était un peu évident, et c'était le mot du moment dans lequel je devais prendre conscience de certaines choses. Donc ça, bon, les mots, voilà, ils évoluent tout le temps. Il y en a toujours, puis il y en aura encore, j'espère, qui nous font prendre conscience de certaines choses. Par contre, je peux vous citer celle qui est sur mon frigo. La citation qui Ouais. est sur mon frigo, c'est une carte postale, je pense, d'anniversaire qu'on m'a dû m'offrir à un moment donné. Et quand tu as posé cette question avant qu'on fasse cet échange entre nous, bah, je me suis dit, tiens, ça irait bien celui-là. Alors en fait, c'est une phrase de Bouddha qui dit, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et confiance en ce qui sera. Hmm. Donc Bien. voilà, ça incite à la présence du présent, bien sûr, et puis la présence de soi pour ne pas justement tomber dans les peurs. Hmm. Exactement. Euh, Est-ce que tu pourrais, si tu avais un conseil à donner donc à toutes ces femmes qui regardent cette interview et bon, certaines ont déjà entamé peut-être leur reconversion professionnelle, sont en pleine transition, d'autres n'ont pas encore franchi le premier pas. Quel conseil tu pourrais donner pour qu'elles vivent au mieux cette transition et cette reconversion? Alors, ce que je pourrais dire, et ça c'est encore une fois dans tous les domaines de la vie, je pense que quand on a un choix à faire, quel qu'il soit, il y a toujours deux chemins. Euh, il y a le chemin qui correspond plus à celui de la peur, même si on n'en a pas conscience, qui sont plus en lien justement avec un paramétrage, un formatage dont tu parlais tout à l'heure, quelque chose qui est inscrit en nous, mais dont on n'a pas conscience et qui nous fait rester voilà, dans un univers toujours identique. Et ça, c'est un chemin souvent qui est en lien avec nos réactions. On réagit. On n'est pas dans l'action, on est dans la réaction.
Et celui-là, on ne le voit pas forcément. Et puis, il y a un autre chemin qui est le chemin, alors on peut l'appeler le chemin de l'amour, l'amour de soi, le chemin de la paix, enfin. Et cet autre chemin, bah, c'est le bon chemin pour soi. Et voilà. Alors, comment faire la distinction entre les deux? Bien, justement, peut-être que des formations comme ce que tu proposes peut aider à soi, puisque c'est par la connaissance de soi, au fur et à mesure, qu'on va visualiser les deux chemins qui se présentent. Et peut-être ce qui peut nous aider comme conseil, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'il y a un chemin qui est là, on ne va pas réagir, on ne va pas tout de suite mettre une action en place. On va prendre ce temps pour justement essayer de se dire, allez, c'est quoi les deux chemins qui se présentent? Et le chemin de l'amour, c'est toujours de l'amour pour soi. Et donc, c'est toujours celui qui vous amène vers la bonne direction à prendre, puisque après coup, on se rend compte qu'il y a une chose qui en entraîne une autre et qui fait qu'on est sur le bon chemin. Et que ce qui nous est amené par voilà, cette conscience autour de nous, nous accompagne pour de toute façon créer les belles choses et les choses qui nous correspondent et qui nous font nous sentir à notre place et dans la contribution, et ça amène quelque chose de plus grand. Voilà. Mais le conseil, c'est de prendre conscience qu'il y a toujours deux voies et de se rendre compte, de décortiquer. Ça s'appelle peut-être le discernement, mais ça s'apprend, et j'espère que Nathalie, tu aides à ça dans tes formations parce que c'est très précieux. Exactement, merci de le rappeler, Solène. Effectivement, dans les formations, dans l'accompagnement que l'on propose avec Véronique, c'est exactement ça, c'est déjà de travailler sur ces peurs qui sont à l'opposé de la voie de l'amour, parce que dans l'amour, il n'y a pas forcément de peur, en tout cas, elles sont vite estompées. C'est de travailler sur toutes ces croyances qui nous éloignent encore de l'amour et de sa voie, et qui nous dictent la voie que l'on doit prendre et qui n'est pas forcément celle qui nous correspond pour être aligné et pour mettre du sens dans ce que l'on fait. Donc ça va au-delà de l'activité professionnelle. L'activité professionnelle, ce n'est qu'une conséquence de ce cheminement intérieur et comme une évidence. Mais donc c'est juste prendre à l'endroit le bon process en fait pour arriver à cette reconversion professionnelle. Tout à fait. Merci Solène pour ce beau témoignage. C'était vraiment un réel plaisir de passer ce temps avec toi, de Merci. voir un petit peu tout ton parcours qui j'en suis certaine, inspirant et qui inspirera donc beaucoup de personnes. Comme je le disais au démarrage, chaque parcours est unique, hein. Et dans chaque parcours, il y a des petits «Ah, ça me parle. Ah, ça me parle». Et à force de «Ah, ça me parle», il y a des fois des actions qui se mettent en place, que ce soit pour aller vers un accompagnement, que ce soit pour prendre une décision, peu importe, mais il y a des choses qui se passent. Merci. On va te Ben, souhaiter merci à toi. une très belle continuation, de belles réalisations futures dans tes projets, avec toujours ce magnifique alignement et de la personne que tu es. Merci, Merci beaucoup, Nathalie. Et puis plein de bonnes choses à tout le monde. merci. Au revoir, Solène. Au revoir.